Un enfant prodige réduit au silence reprend la parole au milieu d'un concerto et ce qu'il dit fige toute la salle. La salle de concert était plongée dans un silence quasi religieux. Sur scène, un jeune garçon de 12 ans se tenait immobile devant un piano à queue, ses doigts fins suspendus au-dessus des touches d'ivoire. Dans l'audience, plus de 1000 personnes retenaient leur souffle, attendant que la magie opère. Le chef d'orchestre leva sa baguette, et c'est à ce moment précis qu'Elia Williams fit quelque chose qu'aucun musicien n'aurait osé faire lors d'une finale de concours international. Il prit le micro et prononça d'une voix tremblante mais déterminée « Vous m'avez volé ma musique ». Un murmure de stupéfaction parcourut la salle. Le chef d'orchestre, visiblement décontenancé, baissa sa baguette. Au premier rang, un homme élégamment vêtu devint livide, comme si ces 5 mots l'avaient physiquement frappé. Qui était cet enfant? Pourquoi avait-il interrompu sa propre performance? Qu'est-ce qui l'avait poussé à risquer sa carrière naissante pour cette accusation publique? Avant de vous révéler cette histoire extraordinaire de talent, de trahison et de rédemption, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Auriez-vous eu ce courage à 12 ans? Elia Williams n'était pas un enfant comme les autres. Né dans une famille modeste de la banlieue de Détroit, il avait montré des signes de génie musical dès l'âge de 3 ans. Ses parents, Sarah et Michael, avaient remarqué sa capacité à reproduire parfaitement les mélodies qu'il entendait à la radio. À 5 ans, sans aucune formation, il composait déjà ses propres morceaux sur un vieux clavier électronique acheté dans un marché aux puces. Il jouait comme s'il avait ça dans le sang, racontait souvent Sarah, les yeux brillants de fierté. Comme si la musique venait de quelque part au-delà de lui-même. Malgré leurs moyens limités, les parents d'Elia firent tout leur possible pour nourrir ce don extraordinaire. Sarah travaillait double service comme infirmière pour payer les leçons de piano. Michael, ouvrier dans une usine automobile, sacrifiait ses week-ends pour emmener son fils aux auditions et aux petits concerts locaux. Nous savions que notre fils était spécial, confiait Michael. Mais nous n'avions aucune idée de comment l'aider à réaliser son potentiel. Tout changea le jour où Victor Lancaster, célèbre producteur de musique et chasseur de talent, assista par hasard à une performance d'Elia lors d'un festival communautaire. L'enfant, alors âgé de 9 ans, interprétait sa propre composition, une pièce d'une complexité étonnante qui laissa Victor stupéfait. « Je n'ai jamais rien entendu de tel », déclara-t-il en s'approchant des parents après la performance. « Votre fils possède un don qui n'apparaît qu'une fois par génération. Je peux faire de lui une star mondiale. » Pour les Williams, c'était comme si une porte vers un nouveau monde s'ouvrait soudainement. Victor Lancaster n'était pas n'importe qui dans l'industrie musicale. Il avait découvert et propulsé au sommet plusieurs jeunes talents. Sa société, Lancaster Productions, était synonyme de succès et de prestige. Il nous a promis les meilleurs professeurs, les meilleures scènes, se souvenait Sarah. Comment aurions-nous pu refuser? Un contrat fut rapidement signé. Victor s'engageait à prendre en charge tous les aspects de la carrière d'Elia. Formation, promotion, gestion des performances. En échange, Lancaster Productions détiendrait les droits sur toutes les compositions et performances de l'enfant jusqu'à ses 21 ans. Aux parents inquiets de la pression que cela pourrait exercer sur leur fils, Victor assura qu'Elia serait traitée avec le plus grand soin. « Le bien-être de votre enfant est ma priorité absolue », promit-il avec un sourire rassurant. « Nous préserverons sa passion tout en façonnant son talent. » Les premiers mois semblèrent donner raison à cette promesse. Elia fut inscrit dans une prestigieuse école de musique. Il reçut un piano à queue flambant neuf et commença à travailler avec les meilleurs professeurs du pays. Ses compositions devinrent plus sophistiquées, sa technique plus raffinée. Il semblait s'épanouir sous cette nouvelle direction. Mais progressivement, quelque chose commença à changer. Le garçon autrefois joyeux et spontané devint plus réservé, plus tendu. Ses parents, qui avaient déménagé dans un appartement proche des bureaux de Lancaster Productions, le voyaient de moins en moins. Les répétitions s'allongeaient, les exigences s'intensifiaient. « C'est le prix de l'excellence », expliquait Victor lorsque Sarah exprimait son inquiétude. « Pour devenir le meilleur, il faut faire des sacrifices. » Ce que les parents ne savaient pas, c'est que derrière les portes closes, Victor imposait un rythme impitoyable à Elia. Les sessions d'enregistrement duraient parfois jusqu'à minuit. Les critiques étaient sévères, les compliments rares. L'enfant était constamment poussé au-delà de ses limites, traité comme un produit plutôt que comme un être humain. « Tu es un investissement », lui répétait Victor. « Et je veux un retour maximum sur mon investissement. » Malgré cette pression écrasante, le talent d'Elia continuait de briller. Ses performances lors de petits concerts privés suscitaient l'admiration des critiques et des connaisseurs. Victor, sentant qu'il était temps de passer à l'étape suivante, inscrivit Elia au concours international des jeunes virtuoses, l'une des compétitions les plus prestigieuses au monde. Pensez-vous que Victor agissait vraiment dans l'intérêt d'Elia ou seulement pour son propre profit?
Partagez votre avis dans les commentaires, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. La préparation pour ce concours fut particulièrement intense. Victor imposa un programme composé principalement de morceaux classiques, délaissant les compositions originales d'Elia qui, selon lui, n'impressionneraient pas suffisamment le jury. « Mais ce sont mes propres créations », protesta faiblement Elia. « Ce sont mes créations maintenant », corrigea Victor, désignant le contrat. « Et nous ferons les choses à ma façon. » C'est durant cette période qu'Elia commença à perdre non seulement sa joie de vivre, mais aussi sa voix. Non pas au sens littéral, mais dans un sens plus profond. Un mutisme sélectif s'installa progressivement. En dehors des répétitions et des performances, il parlait de moins en moins. À la maison, il restait silencieux pendant des heures, assis devant son piano sans jouer une seule note. Ses parents, alarmés par ce changement, consultèrent un psychologue spécialisé dans les enfants prodiges. Le docteur Elena Martinez n'eut besoin que d'une séance pour identifier le problème. « Votre fils souffre d'un épuisement émotionnel sévère », expliqua-t-elle aux parents désemparés. Sa passion pour la musique est en train d'être étouffée par les pressions extérieures. Il s'efface peu à peu. Sarah et Michael confrontèrent Victor avec ce diagnostic, mais le producteur balaya leurs inquiétudes d'un revers de main. C'est juste le trac avant la compétition, assura-t-il. Tous les grands artistes passent par là. Après sa victoire, il retrouvera sa voix, vous verrez. Les parents, partagés entre leur inquiétude pour leur fils et la confiance en l'expérience de Victor, décidèrent de suivre son conseil. Après tout, le concours n'était plus qu'à quelques semaines. Peut-être qu'une victoire redonnerait effectivement confiance à Elia? Le jour de la compétition arriva enfin. La salle de concert de New York était remplie de personnalités influentes du monde musical, de critiques redoutées et de caméras de télévision. Dans les coulisses, Elia, vêtue d'un élégant costume noir, attendait son tour, le regard vide et les mains tremblantes. « Tu vas les éblouir », lui chuchota Victor à l'oreille. « Et n'oublie pas, joue exactement comme nous l'avons répété. Pas d'improvisation, pas de fantaisie. » Le jeune pianiste acquiesça mécaniquement. À ce moment-là, une jeune assistante du concours s'approcha timidement. « Excuse-moi », dit-elle à Elia, ignorant le regard désapprobateur de Victor. « Je voulais juste te dire que j'avais écouté ta composition Aurore sur Internet. C'était magnifique, tellement émouvant. Pourquoi ne joues-tu pas tes propres œuvres aujourd'hui ?» Avant qu'Elia ne puisse répondre, Victor s'interposa. « Il jouera le programme prévu, trancha-t-il sèchement. Et maintenant, si vous permettez, nous avons besoin de concentration. » L'assistante s'éloigna, mais ses paroles résonnèrent dans l'esprit d'Elia. Aurore était sa composition préférée, une pièce qu'il avait écrite en pensant à sa mère, inspirée par les matins où elle le réveillait doucement pour aller à l'école. Comment cette fille avait-elle pu l'écouter? Il n'avait jamais enregistré cette pièce officiellement. C'est alors qu'un doute terrible commença à s'insinuer dans son esprit. Les compositions qu'il avait créées ces dernières années, celles que Victor lui avait dit de mettre de côté pour se concentrer sur les classiques, qu'étaient-elles devenues? Il n'eut pas le temps d'approfondir cette question. Son nom fut appelé, et il dut se diriger vers la scène. Le concerto qu'il devait interpréter était le célèbre concerto pour piano numéro 1 de Tchaïkovski, une pièce techniquement exigeante mais qu'il maîtrisait parfaitement après des mois de répétition acharnée. L'orchestre était prêt. Le chef attendait qu'il prenne place devant le majestueux Steinway qui trônait au centre de la scène. Elia s'avança sous les applaudissements polis du public. Il s'assit, ajusta le tabouret et regarda les touches du piano. C'est à ce moment précis qu'il l'entendit. Diffusée discrètement dans la salle pendant que les spectateurs s'installaient, une musique d'ambiance qu'il reconnut instantanément. C'était Aurore, et sa composition, mais enregistrée par un autre pianiste. Le choc fut si violent qu'il resta paralysé pendant plusieurs secondes. Dans la salle, le silence se fit pesant. Le chef d'orchestre le regarda avec inquiétude. Au premier rang, Victor lui adressa un regard d'avertissement. Quelque chose se brisa en Elia à cet instant. Ou plutôt, quelque chose se réveilla. La voix qu'il avait perdue ces derniers mois, étouffée par la pression et la peur, remonta soudain à la surface. Avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, il sut exactement ce qu'il devait faire. C'est alors qu'il se leva, s'approcha du micro réservé aux annonces du chef d'orchestre, et prononça ces mots qui allaient changer sa vie à jamais. « Vous m'avez volé ma musique. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Victor, au premier rang, devint blanc comme un linge. Le chef d'orchestre resta figé, sa baguette en l'air. Elia reprit le micro, sa voix devenant plus assurée à chaque mot. « La musique que vous entendez en ce moment, c'est ma composition. Je l'ai écrite il y a 2 ans. Elle s'appelle Aurore. Je ne l'ai jamais enregistrée officiellement.
Pourtant, elle est commercialisée sous le nom de Matthew Collins, un autre jeune pianiste de Lancaster Productions. Un murmure parcourut la salle. Des journalistes commencèrent frénétiquement à prendre des notes. Ce n'est pas la seule, continua Elia, sa voix gagnant en force. Toutes mes compositions originales ont été volées par Victor Lancaster et attribuées à d'autres musiciens. Pendant qu'on me forçait à jouer des classiques pour des concours, ma propre musique faisait le succès de sa maison de production. Victor se leva d'un bond. C'est ridicule. Cet enfant est sous pression, il délire. Mais Elia, ayant retrouvé sa voix, ne pouvait plus être réduit au silence. Je peux le prouver, déclara-t-il fermement. Je peux jouer n'importe laquelle de ces compositions ici et maintenant, sans partition. Elles viennent de mon cœur, de mon âme. Personne ne peut me les prendre. Pour appuyer ses paroles, il retourna au piano et commença à jouer Aurore. Ses doigts dansaient sur les touches avec une passion et une intensité qui électrisèrent la salle. Ce n'était pas seulement la même mélodie que celle diffusée quelques minutes plus tôt, c'était la même musique, mais jouée avec une émotion que seul son véritable créateur pouvait exprimer. Lorsqu'il termina, un silence stupéfait régna pendant quelques secondes, puis un tonnerre d'applaudissements éclata. Des spectateurs se levèrent, émus aux larmes par cette performance et par le courage de ce jeune garçon. Imaginez ce moment. Un enfant de 12 ans affrontant publiquement l'un des producteurs les plus puissants de l'industrie musicale. Auriez-vous eu ce courage à sa place? Laissez-moi votre réponse en commentaire. Dans les jours qui suivirent, l'histoire d'Elia Williams fit la une des journaux et des médias musicaux. Le prodige volé, titrait-il. Des enquêtes furent ouvertes sur les pratiques de Lancaster Productions. D'autres jeunes musiciens commencèrent à se manifester, racontant des histoires similaires d'exploitation et de vol intellectuel. Victor tenta d'abord de nier toute accusation, affirmant que les compositions avaient été légalement acquises par sa société selon les termes du contrat. Mais lorsque d'anciens employés témoignèrent avoir vu le producteur modifier légèrement les œuvres d'Elia avant de les attribuer à d'autres artistes, sa défense s'effondra. Pour Sarah et Michael Williams, la révélation de ce qui s'était passé fut dévastatrice. Nous pensions lui offrir une chance dans la vie, sanglota Sarah lors d'une interview. Au lieu de cela, nous l'avons livré à quelqu'un qui a exploité son talent et écrasé son esprit. Le contrat liant Elia à Lancaster Productions fut annulé par décision de justice. Victor, confronté à de multiples poursuites, vit son empire s'effondrer rapidement. Mais pour Elia, le chemin vers la guérison ne faisait que commencer. Pendant plusieurs mois, il refusa de jouer en public. Le traumatisme de cette expérience avait laissé des cicatrices profondes. La docteure Martinez, qui continuait à le suivre, expliqua aux parents qu'il aurait besoin de temps et d'espace pour redécouvrir sa passion pour la musique, sans pression ni attente. La musique était sa façon de s'exprimer, dit-elle. Quand elle est devenue une source de douleur plutôt que de joie, quelque chose s'est brisé en lui. Il doit réapprendre à faire confiance. Ce fut Isabella Chen, une respectée professeure de piano à la retraite, qui aida finalement Elia à retrouver sa voix musicale. Contrairement à Victor, elle ne lui imposa aucun programme, aucune technique spécifique. « Joue ce que tu ressens », lui disait-elle simplement. La musique est un langage. Utilise-la pour raconter ton histoire. Progressivement, Elia recommença à composer. Ses nouvelles œuvres étaient différentes, plus profondes, plus complexes, empreintes d'une maturité étonnante pour son âge. Elle parlait de trahison, de perte, mais aussi de résilience et d'espoir. 1 an après le scandale, Elia accepta de donner un concert. Pas dans une grande salle prestigieuse, mais dans l'auditorium de son ancienne école de quartier à Détroit. Pas pour un public de critiques et de personnalités influentes, mais pour les gens qui l'avaient soutenu depuis le début, sa famille, ses amis, sa communauté. Le soir du concert, la salle était comble. Sans costume formel ni protocole rigide, Elia s'installa au piano avec un simple sourire. Avant de commencer, il prit le micro pour quelques mots. « Il y a 1 an, j'ai retrouvé ma voix en dénonçant une injustice, dit-il. Aujourd'hui, je veux utiliser cette voix pour vous remercier. La musique n'appartient pas au contrat ou au producteur. Elle appartient au cœur qui l'a créé et aux âmes qui l'écoutent. Voici mon cœur, tel qu'il est maintenant. » Il joua pendant près de 2 heures, un mélange de ses anciennes compositions et de nouvelles créations. La dernière pièce, intitulée Renaissance, commençait comme une mélodie mélancolique presque hésitante, avant de se transformer progressivement en un thème puissant et libérateur qui emplit la salle d'une énergie palpable. Lorsque la dernière note résonna, le public resta silencieux pendant quelques secondes, comme suspendu dans le temps, avant d'exploser en applaudissements. Beaucoup pleuraient, touchés non seulement par la beauté de la musique, mais par le voyage extraordinaire de ce jeune garçon qui avait eu le courage de défendre sa vérité.
Après le concert, alors que les spectateurs venaient le féliciter, une jeune fille d'environ son âge s'approcha timidement. « Ta musique m'a donné du courage, » lui dit-elle. « J'ai aussi quelque chose que je dois dire à haute voix, mais j'ai peur. » Elia la regarda avec compréhension. « La vérité fait peur, » répondit-il doucement. « Mais le silence fait encore plus mal. » Cette rencontre fit réfléchir Elia. Combien d'autres enfants comme lui souffraient en silence, exploités par un système qui valorisait le profit au-dessus de leur bien-être? Combien d'autres talents étaient étouffés, volés, dénaturés? Avec l'aide de ses parents et de soutien dans l'industrie musicale, Elia créa la Fondation Voix Libre, une organisation dédiée à protéger les jeunes artistes contre l'exploitation et à leur offrir des ressources pour développer leurs talents dans un environnement sain. Nous voulons que chaque enfant puisse exprimer sa créativité sans crainte, expliqua-t-il lors du lancement de la fondation. Que chaque jeune artiste sache que sa voix compte, que son travail mérite respect et protection. Aujourd'hui, 5 ans après ce fameux concours où il a brisé le silence, Elia Williams est devenu non seulement un pianiste et compositeur acclamé, mais aussi un défenseur influent des droits des jeunes artistes. Ses compositions sont jouées dans les salles de concert du monde entier, cette fois sous son propre nom. À 17 ans, il a récemment complété sa première symphonie, intitulée Le courage de parler, une œuvre puissante qui raconte en musique son parcours de l'obscurité vers la lumière. Lors d'une interview récente, on lui a demandé s'il regrettait d'avoir pris ce micro ce jour-là, sachant les bouleversements que cela allait provoquer dans sa vie. Elia a souri, un sourire serein qui contrastait avec le regard tourmenté qu'il avait eu pendant si longtemps. « Regretter d'avoir retrouvé ma voix ? Jamais, a-t-il répondu. Le silence peut sembler plus sûr, mais il construit une prison invisible autour de nous. Parler, même quand notre voix tremble, est le premier pas vers la liberté. » Son histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, même face aux adversaires les plus intimidants, notre voix reste notre pouvoir le plus précieux. Elle nous rappelle aussi que derrière chaque talent qui nous émerveille, il y a un être humain dont la dignité et l'intégrité méritent d'être protégées. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans l'histoire d'Elia? Sa lutte contre l'exploitation? Sa redécouverte de sa passion? Ou peut-être sa transformation d'une victime en défenseur des autres? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à la partager avec ceux qui pourraient avoir besoin d'entendre ce message. Aucune voix n'est trop petite pour dire la vérité. Aucune injustice n'est trop grande pour être combattue. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui célèbrent le courage, la résilience et le triomphe de l'esprit humain face à l'adversité. Ensemble, faisons entendre les voix qui méritent d'être écoutées.